Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, dans l'invité, nous parlons ondes et électrosensibilité. C'est une grande première en France. Cet été, la justice a reconnu l'existence d'un handicap grave dû à l'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. Il s'agit d'une femme. Elle vit recluse dans les montagnes de l'Ariège pour éviter les ondes qui la rendent malade. Pour en parler, je reçois Étienne Sandrier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'association nationale Robin des Toits. Alors, cette femme électrosensible reconnue comme handicapée par la justice, c'est une première victoire ? C'est une première victoire, effectivement. C'est une première en France, jugement. C'est même une première en Europe, à ma connaissance. Ouais. Donc c'est la première fois que la justice reconnaît, et donc est en avance sur la politique, ce qui est souvent le cas, et reconnaît l'électro-hypersensibilité, puisque jusqu'ici, les pouvoirs publics essayaient de jouer la montre, puisque si on reconnaît l'électro-hypersensibilité, il va falloir adapter la réglementation. Et ça rendrait les technologies sans fil un peu moins rentables, donc c'est le fond de la question évidemment. Et donc tout était fait pour ne pas reconnaître cette affection d'une part, et même il y avait une tentative de psychiatriser l'électro-hypersensibilité en disant que c'était des gens un peu fragiles de la tête, et que tout ça était psychosomatique. Oui. Et que... Alors si ce jugement était confirmé, est-ce que ça pourrait faire jurisprudence ? Alors si ce jugement est confirmé, parce que là il est frappé d'appel, ouais. Voilà. Donc on en a encore pour... vu la vitesse de la justice, 1, 2, peut-être 3 ans. Mais si ce jugement est confirmé, évidemment, ça fera jurisprudence. Et puis ça n'empêche pas qu'en attendant, on est en train de voir avec différents avocats comment on pourra faire évoluer la cause, puisque, côté de la justice, on nous entend plus facilement que du côté politique. Ouais. Si le jugement était confirmé, ça concernerait combien de personnes ? Alors on n'a pas de chiffres consolidés en France. Ouais. Le seul endroit où on a des chiffres consolidés, c'est en Suède, où c'est 3% de la population. En France, on oscille entre 70 000 personnes et 1, 2, 3% de la population. Comme le ministère de la Santé refuse de faire un recensement, puisque ça équivaudrait à reconnaître l'affection, on n'a pas de chiffres consolidés. D'accord, très bien. Alors, pour comprendre le quotidien d'un EHS, c'est la contraction d'électro-hypersensibilité. Avec Nina Cohen, nous sommes allés à la rencontre de Stéphane Loriot. Il est EHS et voici comment il s'adapte au quotidien. Il y a 10 ans, à la suite de l'installation d'une antenne relais près de son domicile, Stéphane Loriot prend conscience de son handicap. Migraine, insomnie, scène dans le nez à cause du Wi-Fi, eczéma, troubles de la mémoire. Le diagnostic est manifeste, il est allergique aux ondes électromagnétiques. Problème, aucun traitement n'est préconisé. Dès lors, il a dû réapprendre à vivre et comme beaucoup d'électrosensibles, il a été contraint de s'isoler. Je ne peux plus prendre les transports en commun, je ne peux pas aller à l'hôpital qui a des Wi-Fi à chaque étage. Je n'ai plus d'amis parce que les bornes Wi-Fi sont partout. D'année en année, je me rends compte que je suis de plus en plus isolé et je m'isole de plus en plus. Stéphane a pu conserver son emploi, mais son bureau a dû être aménagé. J'ai pu poser ces rideaux fil d'argent pour me protéger des ondes sur mon lieu de travail. Et par la suite, je n'ai pas eu le choix que de rajouter ces couches d'aluminium de ce côté-ci et de ce côté-là par rapport à ce bureau où à l'époque il y avait un ordinateur portable connecté Wi-Fi toute la journée. S'il confie vivre avec l'espoir que les consciences s'éveillent, il partage également ses craintes. L'exemple d'une certaine Emma dans le sud de la France, sportive, diplômée, tout pour elle, qui maintenant est contrainte en tant qu'électro-hypersensible de vivre en forêt comme une clocharde. Et ma plus grande crainte, effectivement, c'est un jour de terminer dans la même configuration que son quotidien. C'est effrayant. Et dans l'espoir d'être entendu par le plus grand nombre, il livre un message. Nous sommes tous des électrosensibles en devenir. Et là-dessus, je suis très 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 sérieux et je suis malheureusement confiant par rapport à ça. À nos politiques de se positionner et de dire à nos charmants industriels d'arrêter le massacre. Parce que c'est un massacre, tout simplement. Étienne Sandrier, pourquoi est-ce qu'en France, l'électrosensibilité n'est pas reconnue comme une maladie ? Alors ça n'est pas reconnu comme une maladie, parce que pour les pouvoirs publics, ce qui compte avant tout, ce sont les bénéfices de l'industrie. C'est-à-dire que... Les opérateurs ? Pas simplement, il y a même des volontés au niveau du gouvernement de mettre en place un plan numérique pour les enfants, par exemple, alors qu'on sait que les enfants sont beaucoup plus sensibles, que différentes autorités sanitaires recommandent carrément de ne pas vendre des portables aux enfants de moins de 6 ans. Il y a même un plan gouvernemental, mais dont très peu de gens connaissent l'existence, qui dit que les femmes enceintes devraient éviter de téléphoner, d'utiliser un téléphone portable tout le temps de la grossesse. Donc, pour l'instant, on a une loi qui protège les enfants de moins de 3 ans dans les crèches, mais à partir de la maternelle, on nous a expliqué qu'il fallait que tous les enfants aient accès à des tablettes sans fil, etc., alors qu'on pourrait tout à fait avoir des tablettes filaires. Et oui, mais c'est une situation assez étrange, parce que on cherche absolument à développer l'activité numérique par des plans numériques, dans les écoles notamment, via les tablettes, les connexions sans fil, le Wi-Fi.
Et à contrario, en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, le Wi-Fi a été interdit dans de nombreuses écoles. Et c'est le cas également près de chez nous, en France, à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine. Alors là, on a un petit peu de mal à s'y retrouver. Il y a deux courants. À Courbevoie, la municipalité, en lien avec Robin des Toits, effectivement, a décidé de démanteler les réseaux Wi-Fi dans les écoles primaires, ce qui dépend de la municipalité. Il y a aussi Hérouville-Saint-Clair, dans le Calvados, qui a suivi la même politique, on va dire, c'est-à-dire de supprimer le Wi-Fi pour les enfants. Mais là, ce sont des élus locaux qui font leur boulot, qui ont regardé ce qui se passe, qui ont choisi en conscience qu'il ne fallait pas exposer les enfants à un risque. Donc nous, on n'a rien contre le numérique. On pourrait tout à fait développer des plans numériques pour les enfants, mais avec des solutions filaires qui permettent les mêmes services et qui ne causent aucun risque pour la santé. Parce qu'aujourd'hui, il est quand même un petit peu difficile d'échapper aux ondes. En France, on compte environ 150 000 antennes relais, donc il y a le Wi-Fi, on en a parlé, il y a l'arrivée de la 4G. Est-ce qu'il y a encore des zones blanches ? La zone blanche comprend des zones dans lesquelles les électrosensibles peuvent se protéger. Il y a encore des zones blanches, oui, donc il y a des endroits où tout à fait les électrosensibles les plus touchés pourraient se retrouver. On a même un dispositif mis en place avec différentes associations, avec Michel Rivasi qui est eurodéputé, pour mettre en place ce type de zone blanche dans des endroits reculés où personne n'habite, ou à peu près personne, et où il y a des infrastructures qui accueillent des colonies de vacances et dans lesquelles on pourrait mettre en place un petit dispensaire et en plus un centre de recherche pour approfondir notre connaissance là-dessus. Je rappelle au passage, puisqu'on parlait des enfants et de l'exposition sans fil, qu'en 2011, l'Organisation mondiale de la santé a classé les radiofréquences, donc tout ce qui est utilisé par les télécommunications sans fil, comme cancérigène possible. Donc les parents devraient se rappeler ou connaître, en tout cas réagir au fait que leurs enfants sont soumis à des cancérigènes possibles. Et est-ce qu'on peut devenir électrosensible du jour au lendemain ? Qui peut être touché par cette pathologie ? Ça, on ne sait pas. Ce que nous disent les scientifiques les plus en pointe sur le sujet, qui sont indépendants de l'industrie, bien entendu, puisqu'on a un problème de conflit d'intérêts dans cette histoire. C'est un peu comme l'histoire de l'amiante et du tabac. Les scientifiques officiels sont souvent en lien direct ou indirect avec l'industrie et disent que l'industrie a envie d'entendre. Donc les scientifiques les plus en pointe nous disent qu'il y a une partie de prédisposition génétique et puis il y a une partie de ce qu'on appelle l'acquis, c'est-à-dire qu'en fonction de votre exposition, vous pouvez déclencher les symptômes. On ne sait pas sur qui ça peut tomber. Il y a des gens qui ont beaucoup travaillé dans ces industries, qui sont devenus électro-hypersensibles avec le temps. J'ai encore hier rencontré un scientifique qui est maintenant électro-hypersensible et qui est un des promoteurs du Wi-Fi à l'origine, un des inventeurs. Oui. Voilà, donc il a beaucoup été exposé, maintenant il est devenu électro-hypersensible. Stéphane Loriot, dans le reportage, nous disait que lui, il soulageait ses douleurs avec des vitamines. Est-ce qu'il y a des études, des recherches médicales de fait pour trouver des médicaments ? Est-ce qu'on étudie cette pathologie ? Alors, il y a certains médecins qui s'occupent de ça, qui trouvent toutes sortes de moyens pour essayer de soulager la souffrance des électro-hypersensibles. Les électro-hypersensibles se débrouillent aussi tout seuls. Il y a des forums sur lesquels ils échangent des informations là-dessus. Mais tant que ça n'est pas officiellement reconnu, puisque même l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, reconnaît l'électro-hypersensibilité sans faire tout à fait le lien aux ondes électromagnétiques, donc on est dans une position assez jésuite, on va dire, où à la fois, oui, on reconnaît que ça existe, mais on ne veut pas faire trop d'ennuis à l'industrie, donc on essaye de minimiser en fait la problématique en disant « Ah, ces gens souffrent, c'est horrible », mais rien n'est fait pour alléger leur souffrance. Donc il y a heureusement des médecins qui s'occupent d'alléger la souffrance des EHS, mais on est au tout début j'ai envie de dire, de la pharmacopée, de savoir comment faire, puisqu'en plus, ce sont des gens qui sont différents les uns des autres, et donc il faut trouver à chaque fois quelque chose d'adapté. Alors, ces dernières semaines, j'ai été en contact avec une EHS, elle s'appelle Geneviève, elle vit dans un camion en race campagne. Elle a écrit un livre, Habitat en souffrance. Alors, elle le dit, elle ne se sent pas prête, elle, pour témoigner sur un plateau, mais son livre est assez bouleversant. On y retrouve de nombreux témoignages, notamment celle d'une jeune fille de 14 ans, qui, à cause de son électrosensibilité, a dû se couper de toutes ses amies. Elle vit maintenant dans une caravane avec sa mère. On a également l'histoire d'un enfant de 2 ans et demi qui, dès qu'il approche de son immeuble, il crie, il hurle, il se prend la tête entre les mains. En lisant ces témoignages, en tout cas, on se dit qu'il y a manifestement des mesures d'urgence à prendre. Bien sûr, d'autant plus que nous sommes de plus en plus inquiets, puisqu'il y a
de nombreux enfants maintenant qui sont atteints d'électro-hypersensibilité, avec le déploiement totalement incontrôlé de toutes sortes de nouvelles technologies, des objets connectés. Il y a même des dispositifs pour que les enfants de 18 mois aient accès à des tablettes iPad, etc. Toutes sortes de choses, où même les parents qui, bien intentionnés, mettent des babyphones près du berceau des enfants, qui utilisent des radiofréquences et qui sont en train en fait, de perturber le fonctionnement du cerveau. Pas assez de prévention? Il n'y a totalement pas assez de prévention. Alors, du côté du ministère de la Santé, allez sur le site radiofréquencesanté.gouv.fr et vous allez voir que tout est dit. Même sur les sites des opérateurs, vous allez trouver à peu près les mêmes recommandations que celles que nous prenons nous. Simplement, c'est mis en tout petit. Un peu comme si c'était une façon de se protéger par rapport à de futurs procès. Mais ce n'est pas du tout fait pour informer la population. Et comment est-ce qu'ils se protègent, les opérateurs? Est-ce qu'ils se protègent? Est-ce qu'ils ont à se protéger? Est-ce qu'ils ont besoin de se protéger? Alors, ce que font les opérateurs, je ne suis pas dans le secret des dieux, puis comme on peut comprendre, ce n'est pas forcément à moi qu'ils vont donner le fond de leur plan. En revanche, ce qui est très important de savoir, parce que dans toutes ces histoires de problématiques sanitaires, les gens entendent, alors il y a des experts qui disent que c'est dangereux, d'autres qui disent que c'est pas dangereux, c'est un peu difficile de s'y retrouver souvent quand on débarque. Il y a toujours un moyen de savoir qui dit la vérité, parce qu'il y a un acteur, on va dire, qui ne prend pas parti. C'est les assurances. La position des assurances, c'est très important. Dans l'histoire de l'amiante, à partir de 1919, les compagnies d'assurance britanniques et américaines ont cessé de couvrir le risque sanitaire. En 1919, ça a été interdit en 1996 en France. Et donc depuis 2000, les principales compagnies d'assurance refusent de couvrir le risque sanitaire pour toute exposition aux radiofréquences. Et en octobre 2010, de mémoire, peut-être c'est 2011, mais je crois que c'est 2010, la Lloyds, l'une de ses principales compagnies d'assurance, a sorti un rapport dans lequel elle établit un parallèle entre le traitement du dossier de l'amiante et celui de la téléphonie mobile. Oui, d'accord. Alors, moi j'ai une question. Voilà, avec le développement de la technologie, j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire machine arrière. On s'est trop avancé au niveau technologique. Quelle solution est-ce qu'on a aujourd'hui? Il ne s'agit pas de faire machine arrière, il s'agit de repenser un peu la technologie, de remettre un peu de raison là-dedans, donc de mettre en place une réglementation pour réduire considérablement l'exposition du public en général à ces technologies, privilégier le filaire chaque fois qu'on peut, éviter toutes sortes d'applications qui ne servent à rien. La plupart des gens ont chez eux un téléphone qu'on appelle DECT, c'est-à-dire un téléphone sans fil, qui souvent va exposer encore un peu plus que le portable. Donc revenir au filaire, en gros, si on veut rester moderne et en bonne santé, il faut rester branché. Voilà, et utiliser les technologies du sans fil comme des outils quand on ne peut pas faire autrement. Mais tant qu'on est avec les fréquences qu'on a, et avec les niveaux d'exposition qu'on a, et même en les réduisant, il faut les utiliser quand on ne peut pas faire autrement, mais pas tout le temps, sans arrêt. Autrement, on s'expose soi-même et sa famille, ses proches, à des risques sanitaires lourds. Vous, Étienne Sandrier, vous n'êtes pas EHS. Non. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous engager au sein de l'association Robin des Toits? Alors quand j'ai commencé, la problématique de l'électro-hypersensibilité existait, mais on y avait très peu accès en fait. Donc moi quand j'ai commencé, c'était par rapport à la maternelle où allaient mes enfants, on a collé une antenne relais en face de ça, je suis tombé sur un article où j'ai vu qu'il y avait tous les éléments, tous les ingrédients on va dire du scandale sanitaire, et je me suis dit voilà, je ne peux pas rester les bras croisés, et puis j'ai rien calculé, j'ai juste ouvert mon clapet et puis ça m'est tombé dessus. C'est bien plus tard, c'est en 2008 que nous, Robin des Toits d'ailleurs, on a commencé à lancer la médiatisation sur les électro-hypersensibles. Tout ça parce que des électro-hypersensibles sont entrés à Robin des Toits. Avant, je participais à des réunions, j'informais les gens, des conférences, toutes sortes de choses de cet ordre, et certains électro-hypersensibles m'engueulaient à la sortie de ces réunions. Ils me prenaient par le col en me disant « mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'occupes pas de nous, etc. » Mais je comprends pas, je suis en train d'essayer de faire bouger la réglementation, quel est le problème? Jusqu'au moment où j'ai vécu à côté d'électro-hypersensibles, où j'ai vu ce que c'était, et où la petite bande de Robin des Toits d'origine a décidé de médiatiser l'électro-hypersensibilité. Et là, on s'est rendu compte que c'était la partie immergée de l'iceberg, il y a de plus en plus de gens qui sont atteints, et malheureusement, maintenant les enfants sont conçus dans un univers où il y a ces technologies sans fil, on ne sait pas ce que ça va donner sur le long terme. Donc il faut absolument mettre en place des politiques de prévention, maintenant. Et avec Robin des Toits, quelles actions vous menez au quotidien? Le 29 août, je sais qu'il y a eu un rassemblement national dans les Yvelines, dans la forêt de Rambouillet. Voilà, il y en avait eu un autre auparavant. Oui, il y a certains rassemblements qui permettent aux électro-hypersensibles de discuter entre eux, de se ressourcer, puis d'être avec des gens qui les comprennent aussi, parce qu'ils sont souvent dans un déni. Quand ils vont voir les autorités sanitaires, les gens ont du mal à comprendre quand ils les mettent pas à la porte directement, ou quand ils les accusent pas d'être un peu fragiles de la tête. Donc, il y a des rassemblements de ce type. Nous, ce qu'on fait, c'est d'accumuler la connaissance,
d'intervenir auprès des pouvoirs publics, des politiques, pour faire évoluer les réglementations, d'intervenir dans les médias, comme ce que je fais là tout de suite, et puis d'avancer avec un réseau de juristes pour faire avancer en général sur le plan juridique, puisque c'est souvent comme ça que les politiques avancent, hein. C'est une histoire de rapport de force. Si on gagne en justice, ils sont obligés d'avancer sur la réglementation. Au-delà de la justice, un dernier mot, si on a envie d'aider les électrosensibles, qu'est-ce qu'on peut faire si des gens nous regardent et qu'ils ont envie de vous aider? Il faut qu'ils adhèrent aux associations. Ils regardent sur Internet, ils vont sur le site de Robin des Toits, d'autres associations, ils adhèrent aux associations et ils s'informent et commencent déjà par protéger leurs proches. Et puis après, s'ils peuvent nous filer un coup de main, ce sera avec grand plaisir. Merci Étienne Sandrier d'avoir répondu à nos questions. Merci Tout de à vous. suite, Grand Angle continue.